cette table ronde et d'échange de questions-réponses avec nos intervenants pour environ une demi-heure, 40 minutes. Donc, on devrait en avoir jusqu'à à peu près 5h, 5h15. J'en ai noté déjà 2 qui sont apparus pendant les présentations que je vais poser maintenant. Donc, n'hésitez pas à en reposer sur le chat au niveau questions-réponses. On les prendra en continu. Et ensuite, la salle, vous pourrez aussi intervenir. Voilà. Donc, cette question, elle est pour le groupe F. Il y avait une question qui cherchait à savoir, est-ce que vous avez prévu de réaliser en fait une démo, notamment pour la triangulation, une démo YouTube? Non, on n'a pas prévu de faire une démo YouTube. Ce qu'on fait chaque année, c'est que on organise en septembre une demi-journée de formation de terrain où on va à un endroit où on sait qu'on a des problématiques, où on a préparé le terrain et où on montre la manière dont on fait pour avancer vers un mur. Cette année, on a eu la chance, en plus, qu'on a terminé la journée avec la neutralisation d'un mur. Donc, c'est vraiment parfait. Mais bon, c'est une question à laquelle on va pas réfléchir. Et le groupe a beaucoup de choses à faire au niveau bruxellois. Et si vous voulez des infos, en fait, vous pouvez aller sur le blog du groupe euh, qui permet d'avoir toutes les infos dont vous avez besoin. En fait. Tout ce qu'on fait est sur place. Voilà. Si on vient avec un cinéaste et qu'on ne te dérange pas et qu'on tourne, tout simplement, ça serait possible. D'accord. Soit par là. Une autre qui est là est la estimation du CRAW. Quelqu'un voulait savoir pour les couvercles en fait, que vous avez qui sont là. Est-ce que vous avez pris en fait des images sous UV? Du coup, je pense que c'est par rapport à la réflexion découverte. Donc, on a fait aussi des études de la réflectance de ces derniers couvercles. Après, on sait que là, c'était sur de l'impression 3D et en injection plastique, ça va pas tout à fait être exactement la même réflectance. Donc, on va refaire encore une étude là-dessus, sur la réflectance découverte. Une question plus générale pour Agnès. Au niveau de la diffusion de l'enregistrement d'aujourd'hui, les gens veulent savoir si ça a été enregistré et si oui, si ça pourrait être diffusé. Alors oui, ça a été intégralement enregistré. On va tronçonner tronçonner en fonction des intervenants parce que sinon c'est un petit peu long à relire ou à revoir, réécouter. Tout ça sera sur le site du CARI. Avec le nouveau site, en fait, ce qu'on publie le plus récemment apparaît sur la première page, ce qui fait que vous n'avez aucun problème pour le trouver. Vous n'aurez aucun problème pour le trouver. Donc, je pense que tout ce qui sera disponible à l'issue de cette journée, donc les présentations, les PowerPoint quand il y en a, etc., tout ça sera là. Pas de problème. Tout le monde sera servi. Vous pourrez revoir 30 fois si vous voulez et partager. Partager l'info, c'est très important. Il y a des questions dans la salle. Une question pour M. Jaffray. Bon, si j'ai bien compris, vous recommandez surtout le piégeage en prévention, au printemps. Donc, pour le piégeage en curatif, donc pour piéger des grosses attaques pour les ruches plus tard en été, est-ce que vous utilisez comme appât le même appât que vous avez recommandé, des brèches avec des mélanges comme ça, ou bien vous ajoutez des protéines, et vous ne faites pas de piégeage particulier en curatif? Alors, je reprends la question pour Internet pour si les gens l'ont pas entendu. Donc, c'était une question pour M. Jaffray. Pour le printemps, c'était plutôt, voilà, pour le préventif, c'était du printemps. Et pour le curatif, quel type finalement d'appât fonctionne le mieux et vous le recommandez? Oui, donc vous l'avez bien compris que la lutte préventive, c'est celle qui doit prévaloir. Je vous ai indiqué que les appâts, c'était principalement les appâts glucidiques, parce que la reine a un besoin impératif. Plus vous mettez une quantité d'appâts importante et plus une attractivité qui sera forte. Après, c'est un piège qui est vraiment conçu pour la prévention, c'est-à-dire qu'il est calibré pour les rennes du frelon asiatique. Tout à l'heure, les chercheurs nous évoquaient des dimensions de 8 mm, même un peu plus. Hein. Moi, j'ai calibré 9 rennes venant de communes voisines
Peut-être qu'en Bretagne, elles ont plus de vent, elles sont obligées d'être un peu moins grosses, nos bébêtes. Vous êtes en continent, peut-être qu'elles ont le temps, elles ont moins de vent, elles sont peut-être un peu plus larges. Mais je suis à 7,21 en passage. Et j'en ai calibré 9 pour arriver à me dire, bon, et j'ai même augmenté un tout petit peu, quelques centièmes. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement précis, et ce qui interdit justement la rentrée d'autres insectes plus grands. Ça, c'était pour moi essentiel. Et les sorties aussi laissent ressortir malheureusement les ouvrières de première génération, parce qu'elles sont vraiment 2 fois plus petites qu'une reine. Voilà, donc on a une NAS qui est vraiment calibrée au mieux de ce qu'il est possible de faire. Maintenant, en ce qui concerne justement le piégeage curatif, c'est-à-dire la protection des ruchers, il est évident que vous pouvez mettre tous les pièges du monde. C'est vrai que certains appâts vont fonctionner mieux que d'autres. Il y a des petites stratégies aussi à mettre en œuvre. Pas forcément mettre tout de suite de piège, mais mettre un bac d'appât, simplement avec de matière protéinée. Et quand vous voyez que le bac d'appât commence à être visité régulièrement, à ce moment-là, vous posez, et seulement à ce moment-là, vous posez la cage de capture. Comme ça, quand ils sont habitués à venir consommer, vous posez sans la cage de capture au-dessus, hein, vous l'avez bien compris, un appât disponible surtout en matière de protéines, parce que ne mettez pas du miel et de la cire, parce que là, au niveau sanitaire, vous êtes assez moyen, d'accord? Mais si vous mettez de la protéine, ce qui peut marcher très bien, ou alors vous mettez du sucré aussi, mais pas du miel et de la cire, dans le même bac, hein, vous pouvez alterner, mettre plusieurs types d'appâts, et puis quand ils ont pris l'habitude, eh ben, vous coiffez votre bac de la cage de capture, et puis voilà, ça peut fonctionner mieux que si vous mettez directement la cage de capture. Voilà, mais effectivement, vous pouvez utiliser des appâts. Après, on a un groupe Facebook qui est destiné à ça. Ça s'appelle les chasseurs de frelons au BCPH avec Prod, et on a là-dessus les gens qui utilisent notre matériel et qui donnent leurs avis sur le fonctionnement. Alors, quelquefois, les gens disent, tiens, on a un problème avec ça. Donc, on regarde un peu de plus près ce dont il s'agit. On leur demande des photos, on leur demande pourquoi pas une vidéo, comment vous avez disposé votre piège. Parfois, ce n'est pas que les administrateurs qui répondent, c'est quelquefois les habitués du groupe, et ils répondent très, très, très clairement et très précisément aux questions que les gens se posent. Il y a des gens qui sont nouveaux, et puis il y en a d'autres qui sont sur le groupe depuis la création, depuis, on va dire, 2020. Oui. Donc, 2019-2020, donc ils ont un peu l'habitude, ils savent comment le piège fonctionne, et donc on a de très bons retours, et puis n'hésitez pas à ce qu'on dit scroller, on dit faire un petit peu défiler les posts, parce que les gens posent des questions, mais elles ont déjà été posées 10 fois, vous voyez un peu. Bon, si vous prenez un tout petit peu le temps de regarder un petit peu, de faire défiler, vous allez comprendre que les réponses ont souvent déjà été apportées. Mais effectivement, toutes sortes d'appâts peuvent convenir, et puis il faut tester avant. On peut avoir le meilleur piège du monde, mais si vous n'avez pas le bon appât, il ne fonctionnera pas, ou pas bien. Donc, et puis, comme j'ai dit ce matin, le piège, il est prévu pour faire de la prévention. Et le jour où on dira, ben, on fait que de la prévention, peut-être qu'à ce moment-là, on aura beaucoup moins à devoir protéger ces ruches. On ne mettra pas des tentes, des muselières, des harpes électriques, et j'en passe et des meilleurs devant les ruches. Vous voyez, on pourra enfin refaire de l'apiculture normale. Mais tant qu'on n'est pas dans un plan de lutte préventif globalisé, ben, on n'est pas bien. L'apiculture sera toujours compliquée avec tous les paramètres qu'on lui connaît actuellement. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je voulais savoir au niveau des NAS, pour le calibrage des NAS, vous n'avez qu'un calibre, vous n'en avez pas un différent pour le piégeage de printemps par rapport au... Donc la question était par rapport au calibrage des NAS, savoir s'il y en avait 2 disponibles, un pour le printemps et un en saison. Non, comme je l'ai indiqué, le piégeage, pour moi, l'essentiel, c'est le printemps. Je l'ai calibré pour les reines du printemps, pour éviter de capturer les reines du frelon européen. Il n'y a pas une seule reine de frelon européen qui peut rentrer là-dedans, même si elle se serre un peu les coudes ou si elle se serre voilà, tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas rentrer, c'est clair. Donc, on est en train de travailler déjà sur le frelon oriental qui, lui, est proche du frelon européen. Et donc, il va falloir travailler extrêmement précisément si on veut avancer là-dessus. Mais non, il n'y a pas de calibrage pour l'instant différent, sauf que lorsqu'on mettra, si on est sollicité en France par nos autorités, le mouliste est déjà prêt
à me modifier le réducteur d'entrée pour cibler le frelon oriental. Et de toute façon, sachez qu'il aura du mal à venir jusqu'en Belgique, puisque c'est vraiment un frelon extrêmement méridional. Et quand je suis allé le rencontrer à Malte, il est vrai que il faisait déjà 22 degrés fin avril, et certaines reines étaient encore en hibernation à 22 degrés. Alors imaginez-vous, ça reste un insecte extrêmement méridional. Voilà, pour répondre à votre question de calibrage. Merci. Alors oui, je vais faire juste une petite explication. Nous aussi, le piège couvert qu'on a développé, c'est calibré sur le piégeage de printemps. Et peut-être qu'on a des grosses différences aussi parce que nous, on est sur un trou rond au niveau de l'entrée, alors que je crois que sur le Jabé-Prot, c'est un trou en fente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des grosses différences de taille à ce niveau-là. Et de la même façon, nous aussi, on a un calibrage pour le piégeage de printemps, mais avec notre injection plastique, l'entreprise, on peut avoir un moule qui va permettre de réduire le trou d'entrée si on veut développer du piégeage, si on veut faire du piégeage de masse avec nos pièges couverts. À ce niveau-là aussi, on a cette possibilité avec notre milice de réduire ce trou d'entrée. Donc là, vous aurez deux types de... On aurait possiblement deux types. Pour l'instant, on teste vraiment pour le piégeage de printemps, là, qui nous semble le plus important à faire. Mais on aurait sûrement un autre type avec différentes tailles de trous pour le piégeage de masse sur les ruchers. Merci. Il y avait une autre question de Madame Devant. Quelle température faut-il pour déclencher la sortie des fondatrices? Alors, la question, c'est par rapport à la température optimale pour la sortie des fondatrices au printemps. Alors, ce qu'on observe, c'est 13 degrés établis pendant plusieurs jours. 13 degrés établis pendant plusieurs jours de suite. C'est-à-dire que si vous avez une journée à 13-14 degrés et puis qu'après ça rechute, ça va pas le faire. Bon, vous aurez peut-être un ou deux individus qui va sortir. Mais pour commencer à observer des sorties régulières, enfin des sorties d'hibernation régulières et massives, il faut qu'il y ait, je sais pas, 5-6 jours de suite avec une température bien établie à 13 degrés pour qu'on commence à voir des fondatrices sortir. Peut-être que vous avez une expérience là-dessus, monsieur Geoffroy. Monsieur Geoffroy. Monsieur Geoffroy, on ne l'avait jamais fait encore. Alors effectivement, il faut 13 degrés pendant un certain temps. Alors, on parle d'une semaine et là, 13 degrés. L'an passé, à titre d'exemple, il a pas fait 13 degrés jusqu'à un certain moment où il a fait carrément 18 pendant 3 jours ou 4. Et là, forcément, tout est sorti en même temps, que ce soit les frelons asiatiques, les frelons européens. Vous voyez qu'on a quand même, on dit, oui, on se base sur une température qui évolue progressivement, mais vous voyez, il y a des gens qui parlent du changement climatique. Alors après, vous y croyez pas. Moi, j'y crois fortement. De cette nuance qu'il y a entre les températures qui évoluent très fort et très vite. Et effectivement, les 18-20 degrés en l'espace d'un jour ou deux, ça, on a tout de suite vu tous les frelons. Moi, j'ai un appât permanent dès le printemps, fin mars, j'ai un appât abondant dans mon rucher principal, je vous l'indiquais tout à l'heure. Et on voit tout de suite ce qui se passe. C'est immédiat. Il n'y a pas besoin de piéger. Il suffit de voir ce qui se passe sur le terrain et sur cet abri-là où un appât abondant est présent. Et là, on arrive vraiment à tout de suite, voilà, il a fait telle température à tel moment, et c'est très facile après de se dire, ben voilà pourquoi c'est sorti. Voilà, je fais beaucoup d'expérimentations qui permettent vraiment d'être précis dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et l'humidité n'a pas d'influence sur la sortie. Alors, Madame parle de l'humidité qu'il peut faire. Là, je n'ai pas le niveau hygrométrique, mais ça n'a pas grande incidence. C'est surtout la température qui conduit à l'émergence. C'est surtout la température. L'hygrométrie, je pense que le frelon, lui, à l'endroit où il se trouve en hivernation, il est dans un endroit très humide, enfin humide, plus ou moins humide en tout cas, puisqu'il est en contact avec le sol. Hein. Et il est dans les souches généralement. Donc après, on voit que suivant l'exposition, moi je suis dans un vallon et je suis du côté, mon rucher, côté exposé plein sud, et on s'aperçoit qu'à certains moments, il y a des émergences qui ont lieu, mais complètement en décalé par rapport à la première émergence. Ce sont les coteaux qui sont plutôt au nord et qui restent longtemps au frais. Donc on voit qu'il y a des différences dans les périodes d'émergence terrestre. Donc il y a des nuances par rapport à ça.
Et jusqu'où les futures les fondatrices peuvent aller pour fonder leur communie? Alors, jusqu'où vont, je répète la question, jusqu'où vont les reines pour s'installer? Il faut savoir que pour moi, au vu de ce que je fais actuellement comme destruction de nids, etc., on s'aperçoit que les reines, elles ne migrent pas à l'automne. À l'automne, elles sortent, elles quittent les nids pour aller hiberner. Elles font pas des kilomètres, sinon elles vont déjà consommer de leurs réserves. Or, c'est pas l'objectif du tout. Elles vont rester pratiquement sur place et puis elles vont migrer au printemps. Et c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de reines qui circulent. Comme je vous l'ai indiqué dans la présentation ce matin, 153 reines sur un même site pendant 2 mois. Vous imaginez la circulation qu'il y a, c'est juste phénoménal. Donc, il y a que en faisant ce type d'expérimentation que vous comprenez pourquoi il y a autant de reines et puis pourquoi justement voilà, ça circule énormément et uniquement au printemps. Hein. Parce qu'ils peuvent aller loin. Alors, la distance qu'ils peuvent parcourir, c'est peut-être plusieurs kilomètres. Les scientifiques parlent de 70 kilomètres. Ah oui. Voilà, par leurs propres moyens. Ça, ce sont des essais qui ont été faits in vitro, en laboratoire. On leur a mis de l'air pulsé et puis on a regardé à combien de temps ça correspondait. Je crois que c'est, comment il s'appelle, Monsieur Darrouzé qui a travaillé là-dessus, qui a apporté ce chiffre-là. Mais c'est probable, à savoir quand même que le frelon, là où il est le plus capable de faire de la distance, c'est pas par ses propres moyens, mais par les moyens que l'humain lui propose. C'est-à-dire, quand les camions circulent au printemps, il y a beaucoup de frelons qui peuvent être scotchés sur le radiateur. Et puis, bah oui, avec la vitesse qui n'est pas très forte, il n'est pas tué forcément, mais il est promené et puis il reste collé tant que le camion roule. Et donc, il peut faire 300 km comme ça, par le biais des transports, et il est très content parce que là, il est des fois sur des territoires complètement vierges. Là, il est heureux comme tout parce qu'il n'y a pas de concurrent, il n'y a rien, et puis il est à la conquête d'un nouveau territoire. Voilà. Donc, la façon dont il se propage est quelquefois catastrophique. C'est pour ça qu'on vient d'en trouver là en Hongrie. Oui, on vient d'en trouver en Hongrie. Donc, vous l'avez vu aussi cet après-midi sur une diapo là. En Hongrie, comment il est arrivé là, vous croyez? Eh ben, grâce à un camion. Voilà, ça, il n'y a pas photo. Comment? Oui, alors, il est arrivé aussi en Angleterre, effectivement, comme dit madame, mais l'Angleterre, vous avez un tunnel, pareil. Hein. Vous avez un tunnel, et puis maintenant, le tunnel, ça veut dire c'est un passage libre, sans même être obligé de passer au-dessus de la mer. Donc, c'est encore plus simple pour lui. Il a suffi qu'il soit pris dans un flot un petit peu d'aspiration. Vous savez, les tunnels, il y a toujours un sens hein, à la circulation de l'air à l'intérieur. Et ben, ça dépend du sens dans lequel se trouvait l'air. Il a pu très naturellement arriver de l'autre côté très rapidement. Hein. Le tunnel aussi provoque un certain bénéfice pour la circulation du frelon et d'autres espèces, forcément. Je crois que lui avait un complément là-dessus. Alors, moi, je voulais juste. Non, mais je voulais juste spécifier quelque chose. Une espèce a toujours une capacité potentielle de dispersion et une distance réelle de dispersion. Vous allez avoir un coût énergétique. Donc, effectivement, le frelon, il y a ce côté dispersion par l'humain. Il suffit dans des jardineries, dans ce genre de choses. Imaginons du bois. Voilà, on transporte ensuite le bois de chauffage, ce genre de choses. Vous allez le disséminer. Elle va très bien et puis elle va émerger plus loin. Donc, quand on voit que certains pollinisateurs, notamment des petites abeilles qui font même pas 1 centimètre, ont des capacités de dispersion de plusieurs kilomètres, dans la réalité, elles ne le font pas ou très rarement parce que ça va leur coûter trop d'énergie. Donc, une fois arrivées sur place, c'est bien, elles se seront déplacées, mais elles n'auront plus d'énergie pour faire leur nid. Pour le frelon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, vu l'engin, vu la taille, hein, vu la capacité métabolique, puisque c'est gros, plus c'est gros, c'est pas une relation linéaire avec la taille, hein, c'est exponentiel. Résultat, donc c'est comme un bourdon, ça a une très grosse capacité, donc ça peut aller très loin. Mais après, si en chemin, elle trouve des éléments favorables, elle s'arrêtera avant. Voilà. Donc les très très grandes distances de 40-70 km, on est souvent avec un facteur aidant. Mais elles peuvent, en cas de besoin, c'est pour ça que le passage, il n'y a pas besoin du tunnel sous la Manche hein, pour l'Angleterre. On parle que cette distance-là, en fait, est un saut de puce pour elle. Alors effectivement, un jour de tempête, c'est pas optimal, on est d'accord, mais même pour un nageur. Mais par contre, c'est un saut de puce. On le sait, il y a des îles qui sont colonisées même par des abeilles et elles le font toutes seules. Les îles bretonnes en sont un parfait exemple. Donc ça, on sait qu'elles sont tout à fait capables de le faire. Et d'ailleurs, plusieurs fois en Angleterre, ils ont vu des arrivées, pas d'installation, je parle d'arrivées,
ce qui est bien différent. Et puis après, ils ont l'impression que c'était enlevé. Et puis ça revenait. Un système comme ça, ce n'est pas que systématiquement n'importe quoi. C'est un cumul de plusieurs choses. En fait, voilà. Et elles sont capables de le faire naturellement. Hein. Oui, c'est juste une petite réflexion sur l'hypothèse d'une dispersion au printemps. Moi, je pense que c'est plutôt l'automne parce qu'il faut savoir que l'insecte, au printemps, ben, il a déjà épuisé pas mal d'énergie en fait durant l'hivernage. Et donc, qu'est-ce qu'il recherche? C'est de créer plus rapidement le nid. C'est le stade le plus vulnérable de la fondatrice. Donc, il ne va pas commencer à se disperser là. Donc, pour moi, c'est vraiment ici à l'automne, à un moment donné, il y a une dissémination donc, des fondatrices qui se produit, et donc ces fondatrices vont aller chercher du sucre, et puis elles vont cheminer vers des endroits propices pour l'hivernage. À ce propos-là, je pense que le débat est quand même ouvert parce que ça s'est déjà observé chez beaucoup d'hyménoptères où généralement, donc c'est un hyménoptère social qu'on appelle le social, résultat, elles vont faire les reproducteurs en fin de période. Vous avez le même principe chez les guêpes, vous avez le même principe chez les bourdons. Et donc là, vous avez reproduction, vous avez sortie des nids, vous avez reproduction, et ensuite, ça disperse en fait. Mais ça, c'est même un comportement d'un point de vue biologique, écologique, on va dire normal en fait, qui a pour but la reproduction de créer du brassage génétique. Donc c'est à ce moment-là que normalement, les individus reproducteurs dispersent en fait. C'est ça en fait, quand elles partent, c'est un départ normalement qui est définitif. Et c'est pour ça qu'on dit souvent en fin de saison, même là, si vous avez encore peut-être des gînes dans les nuits, en fait, elles sont vouées à l'échec puisque ça veut dire qu'elles ne sont pas sorties du nid. Donc ça veut dire que même si elles sortent un peu plus tard, qu'elles devaient survivre au printemps, et vu la tête des nids et le froid qu'on a, c'est pas optimal. Dans tous les cas, elle n'aura pas fait de reproduction, ou alors elle aura une reproduction complètement avortée, et donc elle n'aura pas en fait de fécondation des œufs, elle ne produira que des mâles comme chez tout hyménoptère, et donc vous aurez une colonie qui en fait sera vouée à l'échec en fait. Voilà. Je vais apporter juste une petite précision du terrain. C'est que les reines frelons, quand elles sont vraiment gonflées, il faut savoir qu'elles ne vont pas butiner. Les reines, quand elles quittent le nid, ne vont pas butiner. Il n'y a plus de ressources à l'extérieur, plus du tout. Donc, peut-être que vous faites un lien avec tous les hyménoptères de façon généralisée, ce qui est assez logique. C'est pour ça que, malheureusement, beaucoup de scientifiques se sont trompés quand ils ont fait le parallèle entre l'arrivée du frelon asiatique et les guêpes, dont on a vu l'apparition, certaines guêpes qui sont installées en Europe, dont on n'a pas pu avoir le contrôle, et ils estiment qu'on est dans la droite ligne de ces insectes-là qui sont arrivés chez nous et qui ont certainement les mêmes habitudes, sauf que le frelon asiatique, il est tout sauf identique aux autres. Mais c'est vrai que la façon qu'on a de penser, c'est bien celle de dire, voilà, ils se sont remplis, ils sont prêts à l'hibernation, et donc ils vont faire un premier voyage au printemps, à l'automne, pour se disperser. Sauf que moi, à l'automne, j'ai rien capturé sur mes bacs d'appât, ça c'est clair. Donc elles ne viennent pas se ravitailler parce qu'elles sont chargées au maximum, elles ne s'alimentent pas à l'automne. C'est pour ça qu'on en capture zéro dans les pièges. On n'en capture pas du tout. Et vous déterminez comment? Déterminer comment c'est une reine et comment c'est une ouvrière. C'est ça? Il disséquer chaque fois ou... Non, pas besoin de disséquer. Moi, j'ai mon index droit qui suffit. Il suffit d'écraser. Je vous l'ai montré ce matin. Oui. Ouais. C'est très simple. Donc, si un jour vous trouvez dans un piège à l'automne une reine, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, vous avez mon numéro partout. Je serais content de savoir que j'ai eu tort aujourd'hui. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais j'ai une lierre. Ah, mais bien sûr. Mais qui va butiner le lierre? Vous parlez de reines qui vont butiner le lierre? Ah bon? Ah bon? Eh bien, faut le certifier que c'est bien une reine. Hein? Ça, je peux le certifier. C'est justement le problème qu'on a quand on chasse et qu'on veut localiser des nids. Quand on attrape un individu, la première chose que l'on fait si c'est un mâle, c'est qu'on le pèse. Si on est au-dessus de 550 grammes, on le tue parce qu'on pense que c'est une fondatrice, et quand on le dissèque, on trouve les corps blancs. Alors ça, c'est sûr. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle on élimine tous les individus de la chasse de localisation qui font plus de 550 grammes, systématiquement. Il faut tuer les autres aussi. Je pense qu'il ne faut pas les laisser en ligne. Les mâles, on les tue, et ceux qui sont à moins de 550 grammes, ils nous servent d'indice pour localiser les nids. Ah oui, d'accord. Pour pondérer un petit peu le débat, n'oublions pas que
c'est une espèce qui arrive, qui à la base est d'Asie, elle a un certain comportement, elle est extrêmement plastique, elle est extrêmement adaptable. Et donc, vous avez aussi quelque chose qui, pour toute espèce dans ce cas-là, c'est sa plasticité d'adaptation à l'environnement et sa dépendance à l'environnement. Ce qui fait que selon l'endroit où vous êtes, l'espèce va s'adapter et elle peut montrer des comportements plus ou moins identiques selon les endroits. Pareil, l'attractivité d'un appât, ça peut très bien marcher dans certaines conditions, ça peut être totalement inutile dans un autre. Ce n'est pas que l'appât est mauvais, c'est que dans le contexte des ressources disponibles autour, ce sera moins stimulant que ce que vous allez trouver à côté. Donc, il n'y a pas de vérité générale ultime, rien n'est gravé dans le marbre. Par contre, il y a des tendances. Il y a des connaissances scientifiques qui commencent à se mettre en place. Vous trouvez qu'on ne savait rien quand il arrive en France, quasiment, il y avait 2 publications, je crois, quelque chose comme ça. Hein. C'était vraiment une espèce inconnue. Et donc, voilà, les connaissances se font, il faut du temps, il faut du réplica, il faut de la répétition. Et cette variabilité environnementale crée un débat qui est quasiment inépuisable parce qu'on va avoir des changements parfois plus ou moins marqués selon les endroits. Voilà. Il y a déjà des changements génétiques de la Chine ici. Je crois que les populations n'étaient pas les mêmes. En fait, par rapport à la Chine, la base, à ce jour, mais c'est une étude en 2017, c'est-à-dire que la base de toute la population européenne vient d'une seule reine qui a été implantée à Bordeaux en 2004, la région de Bordeaux. Donc, on sait d'où est-ce que cette région, ça vient en Chine, mais à la base, ici, en tout cas, d'après la dernière étude en 2017, c'est toute la région. Il n'y a pas une autre introduction d'une autre reine en Europe. Toute la base est par une seule reine au départ. Au niveau physique, elles ont déjà muté, non? Non, pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Après, on peut voir des changements dans leur comportement où elles vont faire leur nid à différents endroits par rapport à ce qu'elles font en Chine, où elles font surtout des nids secondaires en hauteur, alors qu'en France, parfois, elles ne font pas de nids secondaires, elles restent au même endroit, alors qu'elles le font beaucoup plus dans leur région d'origine en Chine. Oui, l'utilisation du SO2 est-elle permise en Belgique? Alors, une question sur l'utilisation du SO2 et son autorisation ou pas en Belgique. Là, je vais donner la parole au SO2. Donc, au niveau de l'utilisation du SO2, c'était envisagé dès 2014, quand mon collègue Michel Deproft a été dans la région, c'était de Bordeaux, voir les opérateurs neutralisés donc avec du SO2. Il a posé la question à SPF et directement, on s'est confronté au problème que c'est un gaz qui est mutagène, qui est dangereux en fait pour l'opérateur et en plus transporter ces bonbonnes sous pression, c'est quand même risqué. Donc voilà, et en France, il n'est pas autorisé, le SO2, il est interdit. Donc, là, il faut bien être conscient que les méthodes qui sont appliquées actuellement par les opérateurs, les apiculteurs, neutralisateurs, c'est donc avec un biocide qui est agréé. Donc là, il faut être conscient de ça. Ouais. Moi, je peux préciser que, comme l'a dit Louis, la création de toute façon d'un biocide dépend du SPF du fédéral, donc la région wallonne. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et de toute façon, à mon avis, très peu de chances pour que l'SPF agrée ce genre de produit. Pour les produits, on parle souvent également de est-ce qu'il y a ça marche prochainement qui sera agréé comme en France? Une question sur la table de diatomée pour lui. Oui, donc j'ai eu des contacts avec la firme qui a fait la demande d'agréation en France et il y a un dossier qui va sans doute être introduit ici en Belgique. Mais donc voilà, tant que c'est pas agréé, moi je ne peux pas recommander cette méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la terre de diatomée, l'action est beaucoup plus lente. Et donc, ça ne va pas convenir pour la neutralisation de tous les nids, parce que là, on est sur des pas de temps de 6 heures et plus. Et j'aimerais bien voir dans des conditions plus humides si cette terre de diatomée fonctionne comme cet automne, si on a la même efficacité, vu que ça a été testé dans le sud de la France. Une question, il y a eu pas mal d'articles qui ont joué dans la presse, on disait que le frelon asiatique n'était plus vraiment une espèce invasive, c'est pas plus piquant qu'une guêpe. Ça venait vraiment de la région wallonne. Ça fait pas mal de chutes là, J'ai découvert ça aussi dans la presse, en fait, parce que le porte-parole USPV se prononçait sur
le frelon asiatique. Donc, moi, je suis vraiment étonné. Donc, voilà, je ne sais pas si Jean-Marc a eu plus de. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, oui, apparemment, le chargé de communication du SPVRNE était mal trilé. C'est comme ça. C'est ça. Alors, je me suis permis d'écrire au journaliste qui avait écrit cet article qui est honteux. C'est honteux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a interviewé deux personnes. Il a interviewé le chargé de communication du SPW et il a interviewé le responsable communication de l'IBGE. Voilà les deux sources de ce journaliste. Je lui ai écrit en lui disant que je trouvais quand même un petit peu surprenant qu'il ne soit pas allé chercher des sources autres. Et il m'a dit, j'ai le mail, hein, donc je peux le publier, je cherchais à rassurer le public qui voyait des nids qui étaient déjà en place. Et donc, je suis allé chercher des informations auprès des spécialistes, dont on jugera la qualité de spécialiste par nous-mêmes quand on entend que l'un des deux spécialistes dit que le frelon asiatique est un chasseur maladroit pour rattraper des abeilles devant les ruches. C'est texto dit dans l'article. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. On a un journaliste qui a voulu faire quelque chose, qui avait manifestement une intention et pas une volonté d'information. Il a publié son article. Quelques semaines plus tard, suite à une activité que nous avons eue au Parlement bruxellois, on a un tout petit peu rectifié les choses par l'intermédiaire d'un article qui est dans la DH. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas faire plus un rectificatif général? C'est un peu délicat parce que donc la gestion des espèces exotiques envahissantes relève de la ministre de l'Environnement. Et l'agriculture, le ministre de l'Agriculture n'ont pas vraiment la même approche dans la gestion du frelon. Mais c'est grave, quand même. Voilà. On pourrait quand même faire un débat. On pourrait le faire à un niveau. Enfin, voilà, demander, comment on appelle ça? Demander un droit de réponse. Exactement. Voilà. Oui, c'est tout. Question. À l'occasion de l'exposé de M. Jaffray, il y a une carte qui est apparue, une carte mondiale des densités, je ne sais pas, actuelles, potentielles, en tout cas ça doit être fait à partir des densités actuelles, et on voit sur cette carte que la France, en fait, a un plus grand potentiel de diffusion donc, du frelon asiatique que la Chine, qui est la zone d'origine du frelon en question. Alors ma première question serait de savoir, est-ce que c'est le fait que c'est Apis cerana, je pense, l'abeille chinoise, est-ce que ça a un rapport avec sa capacité en fait à se défendre contre le frelon asiatique? Et la deuxième question, c'est est-ce que il y a des esprits malins qui ont imaginé d'apporter la cerana en Europe? Oui. Voilà, juste pour rappeler une chose, c'est les abeilles africanisées qui ont été créées au Brésil. On voit maintenant ce que ça donne en important des nouvelles espèces, même d'abeilles. Il y a des gens qui veulent importer l'abeille japonaise pour se défendre contre le frelon asiatique parce qu'ils confondent la technique de chasse du frelon asiatique géant avec notre frelon asiatique. Ça va encore être d'importer de nouvelles espèces et pas forcément adaptées ici et on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Si on veut se retrouver avec des abeilles japonisées qui sont peut-être plus dangereuses que l'abeille africanisée, bah, je vais dire allez-y, quoi. On va assumer. Alors, pour répondre à la question de monsieur concernant la carte qui a été montrée ce matin, qui a été faite par le Muséum d'histoire naturelle, cette carte, elle définit les zones géographiques où il y a une potentialité d'expansion. Ce n'est pas une histoire autre chose que ça. C'est-à-dire que c'est des zones, compte tenu du climat actuel, qui sont favorables au développement des espèces en question. Il n'est pas question de quoi que ce soit d'autre que ça.
compte tenu du fait aussi que c'est un travail qui a été réalisé en 2004, oui, 2017, oui, 2017, pardon. 2017, donc il date un petit peu, mais les conditions climatiques, comme je l'indiquais aussi, continuent à évoluer. Donc, est-ce que j'indiquais notamment que la zone sud-est des États-Unis semblait être favorable, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la Floride hein, dans la partie basse, qui était favorable à ces espèces de frelons, notamment le frelon asiatique. Et justement, il vient d'y arriver hein, dans l'état de Géorgie, à Savannah, où j'ai eu l'occasion de poser les pieds il y a quelques années de ça, quand j'étais marin. Mais, et donc, vous voyez que là, c'est quand même assez catastrophique parce qu'il est arrivé dans une zone très favorable à sa dispersion, en fait. Donc, ça commence à être un tout petit peu inquiétant là-bas aux États-Unis par rapport à cette espèce, mais aussi à l'autre, comme j'ai indiqué, le frelon géant qui est arrivé du côté de Washington et qui, lui, visiblement, est hors contrôle. Voilà. Donc après, pour le reste, ce qu'a dit monsieur, là, je réponds pas forcément à cette question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut y répondre, mais précisément. Alors, on voulait juste apporter un élément par rapport à ces cartes. Donc, comme je vous ai montré, ces cartes de 2014. Depuis, il y a d'autres études, pas forcément là, mais publiées dans des, on va dire dans des articles, qui ont montré des potentialités donc plus récentes en fait avec. Parce que ça, en fait, c'est basé sur les modèles climatiques. Donc, ça ne prend en compte, ce ne sont que des modèles, ce ne sont pas des modèles réels. Tous ces modèles prévisionnels que vous pouvez voir pour toute espèce, en fait, ne sont jamais des cartes réelles de distribution, mais ce sont des cartes potentielles de développement basées uniquement sur des climats, en fait, sur des facteurs climatiques. Et donc, ça, aujourd'hui, les dernières cartes qui sont sorties, avec en plus cette modification du climat, du changement climatique, toutes les zones, en fait, se réchauffent. Donc, c'est pour ça, ce matin, vous en aviez parlé, on les trouve de plus en plus en altitude, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'espèces, en fait, inféodées à des milieux, par exemple, froids. Vous allez avoir des espèces qui vont se retrouver de plus en plus hautes, en fait, tout simplement, à se réfugier dans des zones froides. Celles qui sont acclimatées aux zones un peu plus chaudes, elles gagnent des zones de terrain facilement. Et aujourd'hui, les dernières cartes, globalement, l'intégralité de l'Europe, quasiment jusqu'au Caucase, maintenant, est une zone potentiellement tout à fait climatique acceptable pour le frelon asiatique. Donc, pensez que aujourd'hui, on se débarrassera du frelon du fait de limites, de barrières. Alors, vous avez des barrières géographiques qui, pour l'instant, peuvent bloquer une chaîne de montagnes. Mais vu qu'il passe par au nord, à un moment donné, il redescendra, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, clairement, c'est une espèce qui a une potentialité d'installation due au climat généralisée. Donc, c'est pas ça qui l'empêchera, en fait. Et avant qu'on rentre dans une période glaciaire, il va nous falloir un petit peu de temps. Donc, ça ne va pas. Par contre, après, par rapport à la partie, pourquoi est-ce qu'en Asie, pourquoi est-ce qu'en fait, finalement, il a une densité ou une expansion beaucoup plus rapide ici? Il faut savoir qu'ici, il est invasif. Il a trouvé une niche écologique dans laquelle se mettre. Et donc, il n'a pas de prédateurs naturels. Il n'a pas tous ces pathogènes naturels qui sont dans son milieu, mais qui ne sont pas ici. Il se retrouve avec comme concurrent notre petit frelon européen qui est un bon petit pépère, calme, voilà, qui n'est pas spécialement agressif, alors qu'en Asie, quand vous regardez la carte qui avait été présentée ce matin, vous avez jusqu'à 7, 8 espèces de frelons, enfin, oui, jusqu'à 12 dans certaines régions de compétition. Autant dire que pour manger, il faut y aller, il faut gagner, quoi. Il faut gagner sa potence. Ici, il arrive, c'est flèche. C'est libre cours, je veux dire, il arrive, il y a des ruchers partout, il y a des partout, on lui a mis des beaux corridors, c'est super. En plus, on a claqué la moitié de la biodiversité en piégeant n'importe comment, c'est super. Il arrive, il est en zone, il n'a pas de prédateurs, il n'a pas ses pathogènes, il n'a pas ses concurrents, donc il est en mode totale liberté. À Bruxelles, il a un prédateur. Alors à Bruxelles, il a le groupe F. Mais voilà, mais donc c'est une des causes aussi. Quand on sort toutes les années, il y a des espèces invasives qui sont, des espèces qui sont introduites. Par contre, une minorité d'entre elles réussissent à s'installer et à devenir invasifs. C'est une minorité. Le frelon asiatique, lui, pas de bol, il fait partie de celles qui ont réussi. Et généralement, quand on se rend compte qu'une espèce est invasive, sans vouloir vous décourager, c'est déjà trop tard. Aucun hyménoptère qui a été introduit quelque part dans le monde a réussi à être éradiqué lorsqu'il est invasif. Et donc, il faut s'adapter, il faut trouver des moyens de lutte, il faut réussir à baisser cette pression, il faut se protéger, il faut agir sur des multicauses. À Bruxelles, il y a quand même la bomberie à pivot. Hein.
Il faut donner des éléments de réponse. On a quelques parlementaires qui ont compris que c'était important de s'occuper de ce sujet. Et un des parlementaires a posé il y a 5 ou 6 semaines la question de ce que la région allait faire. Et le ministre, qui est un collègue de Mme Tellier, un collègue de parti, a répondu que en Espagne, on observait que la bondrée à Pivot se développait avec un taux de 300% et que donc on pouvait espérer avec le réchauffement climatique que la bondrée à Pivot allait être un régulateur naturel du frelon asiatique. Voilà. D'où là des petits dessins humoristiques qui étaient sur la première page de ma présentation, si vous avez fait attention. Et donc, ça veut dire qu'en 2024, est-ce qu'il est prévu pour la région de subsides, justement, sur le prévu? C'est une excellente bonne question. Par exemple, l'action des gouvernements au niveau des sections, elle s'était utilisée, je pense, ici au cabinet de la réforme. Est-ce qu'il y a le budget qui a été voté, qui est prévu, qui a été présenté, par exemple? Le cabinet également, cette proposition propose également des publications, des informations. Alors, les 3 volets, oui, pour les 3 volets dont on a parlé là, pour le bilan, je pense que le mieux, c'est peut-être Jean-Marc. Oui, ce sera Jean-Marc. Non, c'est pas tout. Oui, je ne vais pas trop avancer parce que bon, je ne décide de rien, budgétaire en tout cas. Mais il est fort probable que les deux premières actions, l'action reliée au CARI et celle qui est reliée au CRA, donc l'action piégeage et l'action protection des ruchers seront reconduites sans aucun problème, voire amplifiées. Alors pour ce qui est de l'action neutralisation, là, il faudra d'abord dresser un premier bilan de l'action écoulée, qui était un peu, on va dire, engagée dans l'urgence, et donc c'est un premier essai, donc on a pu subsidier 18 sections. Vous avez pu constater qu'en fait, la couverture du territoire régional n'est pas suffisante. D'une part, il y a des trous, et d'autre part, certaines zones, certaines sections sont surchargées, soit par la surface de la zone faisant ouvrir, soit par la pression du frelon, tout simplement. Et donc, il est probable qu'on va reconduire l'action de neutralisation et qu'on va l'élargir à d'autres sections. Donc, je ne vais pas trop m'engager, mais probablement qu'on va faire un appel à candidature à d'autres sections pour passer de 18 à 25-30. Et l'action sera reconduite selon les mêmes modalités, sauf qu'il faudra sans doute trouver une solution pour tout ce qui est financement du fonctionnement des sections. Donc, on pourra encore évidemment subsidier le matériel, l'acquisition du matériel, mais pour ce qui est du fonctionnement, donc des défraiements, des déplacements et rétributions des bénévoles éventuellement, on va trouver une solution pour qu'à terme ce soit autofinancé par les secteurs, par exemple. Donc, via mutualisation, des choses comme ça, parce que la région ne pourra pas financer ça ad vitam aeternam, donc il faudra trouver une solution durable. Une fois que les sections seront équipées, on va trouver des solutions pour qu'elles puissent fonctionner de manière durable. Est-ce que vous entendez pas financer par le secteur? Ah, ça, c'est reste à déterminer. En partie, les assurances. Non, c'est ça marchait un temps et ça marche plus. On peut imaginer plein de solutions. Pour l'instant, on est dans la phase de réflexion. La première chose, c'est que effectivement, les neutralisateurs actuellement, ils le font quasiment bénévolement. Hein. C'est 43 € l'intervention et ils prennent 3 heures pour faire ça. Donc, vous vous rendez compte que c'est du volontariat. Donc, leur capacité d'intervention, elle sera de toute façon limitée par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que l'assurance de ces personnes est quand même relativement élevée. C'est à peu près 120 € par personne. Et c'est une assurance nominative pour 1 an. Donc, si j'ai 60, faites le compte, les 65 neutralisateurs actifs, ça fait 6 500 €. Pour l'instant, il y a un subside
qui permet de financer cela, mais quand je dis les extra-brut, la fédération devra payer cette assurance. Avec quoi? Avec la cotisation de ses membres. Donc, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que il y a des neutralisateurs qui ont fait la démarche de formation, qui ont fait des achats de matériel, et vis-à-vis desquels les bénévoles, disons ça comme ça, ne peuvent pas être concurrentiellement, enfin, je ne parle même pas de concurrence, mais avoir une concurrence déloyale. Et donc, il va falloir aussi réfléchir si il y a une intervention payante des personnes qui font la demande et qu'on ne soit pas en concurrence déloyale avec les personnes qui ont investi de l'argent pour se payer le matériel, pour assurer leur propre assurance, pour assurer leur propre formation. Voilà. Nous sommes quand même pas responsables Non, mais bon. C'est pas ça. Bien évidemment. On n'est pas responsable de l'introduction du varroa, et malgré tout, on doit lutter contre le varroa. On n'aura pas le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La distribution, on est donc le crâne, on va également évaluer le petit plan qui serait. Comment ça va se passer, comment ça va s'organiser le fin mai, parce qu'il y a une section des fédérations qui ne va pas faire des sacs là en décembre. Et je suppose. Et donc, au niveau des. Est-ce que c'est déjà privé? Est-ce qu'on sera à temps alors? Ça arrive dans le temps, ça Si, donc les couvercles sont en fabrication, donc ils vont être livrés ici fin décembre, et donc au courant du mois de janvier, vous allez avoir les modalités pratiques. Donc, une demande du cabinet, c'est que ce soit pour des apiculteurs qui soient enregistrés à l'ASCA. Et donc là, on a 8000 couvercles à distribuer donc, au secteur apicole. On va passer, donc on va proposer donc de 2 couvercles, 2 couleurs différentes pour pouvoir tester les couleurs et la sélectivité. Et si c'est concluant et si ça fonctionne bien, ben, on passera alors sur une production plus massive. Il faut savoir qu'on a fait le moule qui coûtait combien encore, Florian? 15 000 € donc, pour faire le moule pour l'injection plastique. Donc ça, il est fait. Et donc ça permet de faire des couvercles à moins de 50 cents. Donc, on va pouvoir se lancer, si ça fonctionne bien, dans des productions plus massives de pièges pour faire justement une couverture autour donc, de ruchers ou de zones où on n'a pas neutralisé les nuisibles. Mais donc, on va aller par pas. Il y a également un retour également aux agriculteurs, par rapport également aux pièges. Je suis. Oui, Disons également cette année de piège, avoir votre petit également. Donc, on va vous demander d'observer qu'est-ce que vous piégez, à partir de quand, parce que ça nous permettra de connaître aussi la phénologie de ce frelon asiatique, de préciser les températures de sortie et d'activité. Donc, mais ça, on reviendra vers vous donc, au mois de janvier pour tout ce qui est une modalité pratique. J'ai vu qu'il y avait une question de monsieur tout à droite. La question que je voudrais poser, donc les techniques de neutralisation qui existent actuellement pour le frelon asiatique sont particulièrement chronophages et énergivores. Donc globalement, très peu efficaces. Il faut énormément de personnes, il faut beaucoup d'énergie pour arriver à un résultat que vous connaissez et qui est loin d'être parfait. Et donc je me demande s'il n'y a pas des chercheurs, des groupements, qui ont essayé d'inverser le paradigme en recherchant d'autres méthodes de lutte contre le frelon asiatique. Et je pense à 2 méthodes de lutte potentielles. Donc le frelon asiatique est de temps en temps victime de certains parasites verts qui peuvent l'infecter. Et est-ce qu'il y a des chercheurs qui essaient de développer cette approche-là, donc d'infecter le frelon asiatique, un peu comme le varroa est un parasite du abeille? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il y a des recherches qui se font, est-ce qu'il y a du succès dans cette direction-là, sur l'attractivité sélective phéromonale des frelons? L'inverse aussi, est-ce qu'on a déjà trouvé des répulsifs pour protéger de manière très simple les Alors, je vais synthétiser la question, parce que je ne pense pas que dans le Zoom, ils ont dû entendre. Donc, monsieur demandait, en fait, jusqu'à présent, les techniques de neutralisation étaient très énergivores et très chronophages, et donc ça a limité leur efficacité, tant en termes de temps que de motivation.
Et donc, est-ce qu'il y avait des recherches qui étaient actuellement menées en France, Belgique ou ailleurs sur d'autres méthodes de lutte, et notamment à propos de deux thématiques. Une sur tout ce qui était parasitoïde, donc via des infestations de parasites naturels sur le frelon, et la deuxième via, par exemple, notamment l'attractivité phéromonale ou, à l'inverse, des répulsifs, je suppose, pour les mettre sur le rucher. Voilà. Alors effectivement, il y a des groupes de recherche qui font plus des recherches fondamentales là-dessus, sur les phéromones, donc en particulier Éric Darouzé en France. Faut savoir que ça avance très doucement, il a des résultats, c'est très confidentiel, j'ai travaillé avec lui, je ne peux pas trop en parler, et il travaille aussi sur des répulsifs. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il essaie de développer, c'est avec des entreprises pour des brevets, donc c'est très confidentiel, il ne peut pas trop en parler, mais ça ne sera pas en 2024 encore qu'on a une sortie sur les phéromones. Il espère en 2025, on espère tous en 2025, mais en tout cas, il y a un travail sur les phéromones. Il y a une publication en tout cas sur les phéromones sexuels. Donc on a déjà les phéromones sexuels des gènes à la reproduction, et avec ça, on est capable d'attirer des mâles. Seulement avec les phéromones, ça marche pas, mais si on fait un appât en mettant un individu, un frelon, on peut piéger des mâles à ce niveau-là. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est breveté, mais en tout cas, il y a une publication qui montre que ces phéromones sont connus, les phéromones sexuels. Et sinon, ils travaillent beaucoup sur la phéromone d'alarme en attractif. Et ils font toujours des recherches aussi sur des phéromones répulsifs. Alors que ça soit du coup pour éviter que le frelon se rapproche des ruchers, ou à l'inverse au niveau des pièges pour éviter que d'autres insectes rentrent dans les pièges. Donc par exemple avoir une odeur de frelon asiatique qui serait répulsif aux abeilles, aux mouches, et qui rentrerait pas dans les pièges. Ils font aussi des études à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est toujours dans les cartons, on va dire, il n'y a rien de publié à ce niveau-là, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Est-ce que tout ça est dans les cartons par manque d'intérêt ou bien tout simplement par manque de financement? Alors, c'est pas du tout par manque d'intérêt, c'est que ça demande beaucoup de temps à développer, et aussi par manque de financement, effectivement. C'est aussi pour ça que je suis ici, c'est qu'il n'y avait plus assez d'argent pour me garder là-bas. Ça, c'est le bonheur de la recherche en France. Je compatis. Juste pour clarifier par rapport à Félix, souvent, il est reproché à la recherche de ne pas aller assez vite. La recherche ne peut pas se permettre de produire des résultats qui ne sont pas certains. Déjà, quand on produit des choses certaines, comme les selon le contexte, ça peut varier. Donc, elle ne peut pas se permettre de faire ça, parce qu'après, le coup de bâton et les conséquences qu'il peut avoir peuvent être assez problématiques. Autre chose, un profil de phéromones. Donc, comme le dit Florian, ils ont identifié des phéromones. Le problème, c'est qu'un profil olfactif, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas 10, ce sont des centaines de molécules. Et donc, vous pouvez identifier des molécules qui, comme on l'a vu, peuvent très bien fonctionner en laboratoire, mais dans la nature, avec d'autres attractifs, d'autres éléments, ça se dilue, et le profil est complexe, et c'est cette complexité qui est extrêmement longue à identifier et auquel se heurte un peu l'équipe d'Éric Darouzé depuis longtemps. Ils identifient des éléments importants, mais c'est un cocktail. C'est pas une seule odeur. Et donc, ça complexifie énormément les résultats après en conditions naturelles et sur le terrain. C'est pour ça que des fois, on a des effets très prometteurs. Et puis, quand on teste sur le terrain, c'est beaucoup plus pondéré, en fait. Parce que c'est pas que c'est faux, c'est qu'on n'a pas réussi à capter encore toute la complexité. Voilà. Par rapport aux parasites, je n'ai pas connaissance d'avoir quelque chose vu là-dessus. Après, je vais me faire avocat du diable dans le sens, voilà, il y a une mouche là-dessus, mais juste avant de lancer ça, je vais lancer le pavé dans la mare en disant, vous parlez donc de parasites, on parle donc dans ce cas-là d'inoculer un parasite chez lui. Attention, quand on inocule quelque chose, rien n'est jamais anodin, on l'a déjà vu. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on prend le risque de développer ce genre de piste? Est-ce que ça restera bien féodé au frelon asiatique? Est-ce qu'il y a des risques que ça aille chez nos autres hyménoptères, donc cabros, ou peut-être même chez des guêpes, des espèces en fait sœurs ou cousines? Donc, je lance le pavé dans la mare. Attention à ce que l'on veut quand on s'amuse à jouer aux apprentis sorciers avec la biologie. Et je crois qu'effectivement, il y a un parasite, un nématode qui a été trouvé chez les frelons asiatiques. Et quand ils ont été plus loin pour l'identifier, c'était un nématode qui est aussi parasite des bourdons, des abeilles. Donc, il ne va pas rester inféodé aux frelons asiatiques.
Et une mouche Et aussi, Oui, il y a une mouche qu'on a observé, enfin, c'est d'ailleurs un exemple, je crois qu'il a trouvé. Il y a un cas où il a observé le parasite à l'intérieur du frelon. Un cas, depuis plus de 20 ans. Donc on peut se dire que si cette mouche avait dû avoir un impact sur le frelon, on l'aurait vu et on l'aurait vu massivement. Enfin, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain et se dire, la nature et l'observation nous apprennent énormément de choses. Et dans le cas précis, eh ben, c'est un cas sur 20 ans sur des millions de frelons. Donc, je crois qu'il ne faut pas espérer grand-chose de ce côté-là. C'est anecdotique. Voilà. Et il faut arrêter de le monter en épingle. Il faut passer aux choses qui sont efficaces et sur lesquelles on peut agir. Alors, on va prendre une dernière question. Monsieur? C'est une question. Ah, dans le chat, de toute façon, ça va s'afficher, donc tout le monde va en profiter. Ça va être super. Posez votre question. Voilà, c'est une question que j'adresse à M. Jaffray, qui a eu des ruches et qui sont à la genèse en fait, du travail réalisé. Et vous disiez que vous aviez perdu la moitié de vos ruches. À cette époque-là, ça m'est arrivé cette année-ci avec mes ruches, j'ai perdu la moitié. Et je voulais vous demander si, avec le travail que vous avez fait, et si vous avez un rucher, des ruches, est-ce que vous pouvez quantifier en fait l'impact des pièges que vous avez placés sur en fait l'incidence du frelon dans votre rucher? Et à votre avis, combien de pièges faudrait-il placer pour que ça ait un impact réel sur un rucher tel que vous en disposez? Oui, je répète la question. Quels sont les effets du piégeage, on va dire? Est-ce qu'un piège a réussi à éviter que les abeilles se fassent dévorer? La réponse, elle est non. Elle est non, de façon globale, hein, je veux dire, parce que tout simplement, vous n'avez pas la même pression partout. Moi, j'avais des ruchers sur Brest, ils ont tous été anéantis. On m'a encore redemandé cette année de bien vouloir réinstaller un petit rucher de 3 ruches parce qu'il m'avait installé une dalle en béton, il m'avait mis tout ce qu'il fallait, il m'avait mis des claustras tout autour, mis des hublots pour pouvoir faire de la pédagogie aux enfants du coin. 2 mois après, je suis allé récupérer mes caisses, pas mes ruches, mes caisses. J'ai beau avoir mis un piège sur le site en question. C'est un cimetière, un très très vaste cimetière qui a la moitié d'occupé, puis c'est des gens très calmes qui se trouvent là. Donc les abeilles n'étaient pas perturbées par ces gens-là, mais plutôt par les frelons. Ils ont découvert, comme c'est très arboré, ils ont trouvé 3 nids dans le cimetière, rien que sur le site. Vous pouvez juste imaginer que j'aurais beau avoir piégé tout ce que je voulais, c'était impossible à protéger. C'est pour ça que je vous dis que sans la lutte collective, on n'y arrivera pas. Il y a des ruchers que je ne réinstalle plus, c'est plus possible, parce qu'on ne peut plus faire d'apiculture dans ces coins-là. Ou alors, il faut blinder les ruches. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Vous avez vu naître, vous voyez, on met des couvercles de bocaux qui sont intéressants, mais qui sont petits, qui peuvent malheureusement pas non plus avoir une grande capacité d'accueil pour protéger les ruchers. C'est tout petit, donc il faudra en mettre des grandes quantités. On met des tentes, on met des muselières, on met de tout, hein, les harpes électriques, ainsi de suite. Comprenez bien que l'inventivité des apiculteurs, elle est grande, tant mieux, mais vous voyez que ça a ses limites. Suivant les secteurs où vous êtes, vous ne pouvez plus avoir de ruches du tout, zéro, c'est fini. Donc, moi, si j'ai mis au point un piège en prenant en compte beaucoup de paramètres, ça ne résout pas définitivement le problème. Ça l'aide, c'est-à-dire que si on piège très tôt au printemps, on va avoir un rayon d'action plus ou moins important en fonction de, on l'a dit tout à l'heure, en fonction de la biodiversité présente disponible pour les frelons. Beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte. Mais il est certain que même si vous avez un modèle XL avec beaucoup d'appâts à l'intérieur, peut-être qu'à un moment donné, une reine qui se trouve avoir fait son nid à 300 ou 400 mètres de là ne vous impactera pas avant le mois d'août. Mais qu'à partir du mois d'août où le rayon d'action va commencer à augmenter avec justement la recherche de protéines et la recherche de matériaux, pourquoi pas d'eau,
surtout de protéines. En l'occurrence, pour vos ruches, au bout d'un moment, il y aura d'abord un frelon qui aura trouvé votre rucher, mais dans la semaine qui suit, vous en avez 10, 15 dans le rucher. Parce que voilà, il se passe le mot, et puis surtout, la trophallaxie, ça marche bien chez eux. Hein. Vous savez, il y a un lien très étroit aussi entre les adultes et puis les larves. Les larves qui nourrissent en fait les adultes. On a du mal à comprendre un peu les interactions qu'il y a, mais c'est vrai que chaque fois que j'enlève un nid, je m'amuse toujours à chatouiller les larves, et puis on voit que en la chatouillant, elle apporte une goutte de liquide sucré qui permet justement de nourrir les adultes. Et il y a de fortes chances que quand vous voyez des reines qui sortent des nids gonflés à bloc, comme on dit, hein, bah, ce soit un peu par cet intermédiaire-là qu'elles se nourrissent. Voilà. C'est des suppositions, mais de grosses probabilités pour que ce soit le cas. Parce que c'est abondant. Chaque larve qui est nourrie avec de la protéine produit cette substance-là. Donc, trophallaxie marchant bien. Et non, donc il n'y a pas de solution curative qui soit satisfaisante en l'état, qui est très dépendante de la pression qui est mise sur le rucher par les frelons. Ça voudrait dire que dans certaines zones, il vaudrait mieux déménager le rucher plutôt que que s'évacuer, oui. Alors, il vaut mieux effectivement ce que je fais, hein, dans beaucoup de situations. J'ai un rucher mis en protection, mon rucher principal. Et cette fois-ci, c'est à l'automne que j'ai eu des soucis avec ce rucher, non pas avec les frelons, mais avec les arbres qui sont venus s'aligner dessus. Vous voyez, parce qu'on a eu un gros coup de vent là-bas en Bretagne et j'ai des châtaigniers qui sont énormes, qui sont venus dessus. J'ai pas eu le temps de les dégager, donc il y a encore des ruches vivantes sous des grands châtaigniers. Bon, le frelon ne me pose pas de problème dans cet endroit-là parce que c'est un rucher refuge, hein, je le précise. Et souvent, si vous voulez sauver des colonies, vous n'avez pas d'autre solution que de les mettre en situation de repli. Voilà. La raquette de Babington, ça va bien un instant, mais bon, c'est pas durable. Hein, c'est chronophage, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et la transhumance peut-être aussi. Alors, la transhumance, attention, la transhumance, monsieur parle de transhumance. J'ai même conseillé fortement à des gens, des professionnels qui font de la transhumance, tout d'abord en début de saison, d'emmener une ruche dans leur lieu de transhumance. Des fois, ça leur coûte un peu, mais de mettre directement aussi un piège sur les endroits où ils vont transhumer, parce que certains transhument, ils arrivent sur le lieu de transhumance, ça y est, les attaques sont immédiates. Ah oui, donc il n'y a pas eu de piégeage dans ces coins-là. Donc forcément, ça pose problème aussi. Donc la transhumance, oui, mais surtout le repli. Il faut penser au repli, et souvent pour les petits apiculteurs, on arrive à sauver des colonies grâce à un rucher refuge. Hein. Voilà, c'est important d'y penser quand la pression devient trop forte. Il y avait juste par rapport à c'est la toute dernière, c'est celle qu'on avait enregistrée donc sur le chat, par rapport en fait à l'utilisation de RFID. Donc peut-être je laissais Florian, tu voulais répondre. Préciser déjà la différence entre certains éléments de réflexion, le RFID et puis. En fait, il y a des recherches qui mettent en place, qui utilisent des puces à mettre sur les frelons. Donc comme le groupe F marque le frelon, ils mettent des petites puces sur les frelons et ils les suivent avec télémétrie pour les trouver. Donc ça s'est fait en Angleterre parce qu'ils ont beaucoup de financement. Ça s'est développé là-bas, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc à ce stade, même si les puces deviennent de moins en moins chères, de plus en plus petites pour que le frelon puisse les porter, à ce stade c'est encore trop cher pour activer une recherche bénie grâce à ces puces RFID. Je pense qu'on va clôturer. C'est surtout extrêmement chronophage. Oui, en plus. C'est d'un chronophage terrible parce que vous êtes avec un système de triangulation. Alors voilà, il y a le RFI, il y a la télémétrie, mais beaucoup en Angleterre, ils ont aussi beaucoup testé aussi avec le suivi de télémétrie. Et c'est extrêmement long. Donc, on parlait de la longueur du côté chronophage pour détecter les nids. Là, vous étiez des fois pour trouver quelque chose sur plusieurs jours, en fait. Donc, c'était décuplé, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont avorté parce que c'est entre les centaines d'euros pour chaque puce qu'en plus, après, vous perdez, vous ne pouvez même pas réutiliser dans l'environnement, plus le temps, c'est délirant complètement. Je pense qu'on va clôturer. Oui, tu veux clôturer? Oui, donc on va simplement pour clôturer sur une note positive, je pense que il y a des mots des mots-clés qui sont apparus pendant cette journée. On a parlé de collaboration, on a parlé de transmission d'informations au public, de travailler en réseau, on a parlé d'un certain nombre de choses. Je pense qu'au niveau de l'autonomie,
les 3 piliers qui sont développés et subsidiés pour l'instant, et en espérant en 2024, ce que dit le ministre me semble favorable. C'est donc la protection des ruchers, c'est la recherche, beaucoup, on a vu les résultats, les premiers résultats en tout cas. C'est bien sûr la protection des ruchers via les neutralisations de nids. Je pense qu'on est on est quand même bien parti. Si on peut continuer, trouver les moyens de continuer dans cette voie-là, ma foi, voilà, c'est tout ce que j'espère. Je voudrais simplement remercier mes collègues qui sont ici, qui m'ont aidé à organiser cette journée sans laquelle, sans eux, je n'aurais pas pu. Donc, je peux les applaudir aussi, on oublie de le faire souvent. Victor, Laure et Oriane aussi, bien sûr, qui